Avant de débuter, je vais vous présenter tout de suite, notre conférencière, Christine Marquis. Alors, Christine est enseignante au cégep de Saint-Jérôme. Elle enseigne la chimie et elle agit aussi à titre de chercheur de collège. Membre du GRIPTIC, donc c'est le GRIPTIC, c'est le groupe de recherche interétablissement sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication. Donc, elle est membre de ce groupe-là, un groupe select. Christine a réalisé et poursuit toujours des activités de recherche qui sont financées et qui touchent aux pratiques des enseignantes et des enseignants. Elle s'intéresse aussi aux pratiques ainsi qu'à l'expérimentation de pratiques novatrices pour l'enseignement des sciences, en plus de réaliser des activités de mentorat auprès des nouvelles personnes chercheuses. Je vous souhaite un excellent webinaire, mesdames, messieurs. À vous la parole, chère Christine. Merci beaucoup, Nicole. Donc, je présume que là, j'ai les droits pour partager mon écran. Je fais ça tout de suite. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les jeux sérieux en réalité virtuelle qu'on a développés pour l'apprentissage, pour des apprentissages en biologie, chimie et physique principalement, et vous parler un peu des avantages et des défis là, que représente l'utilisation de ces jeux sérieux-là là, avec cette technologie-là. Donc, en fait, ces jeux-là viennent d'un grand projet qui avait plusieurs volets, on va dire comme ça, qui ont été financés par notamment le programme Nova Science, les fonds de recherche du Québec, puis l'Entente Canada-Québec pour le dernier volet. Donc, Nicole m'a bien présenté. C'est moi qui vous présente les jeux aujourd'hui, mais en fait, la première diapo vise à vous montrer que j'ai vraiment pas fait ça tout seul. Donc, c'est vraiment le fruit du travail d'une grande équipe. Comme Nicole vous l'a dit, moi, je suis prof de chimie. Donc, j'ai mené ce projet-là avec Sébastien Wallassel, un prof de physique là, du cégep de Saint-Jérôme. Donc, on a tous les deux mené le projet et agi comme expert de contenu, c'est-à-dire moi en chimie, lui en physique. On avait Benoît Lemieux qui a agi comme expert de contenu en biologie. Puis, les 4 personnes à droite en haut, en fait, ce sont, au moment du développement, c'est notre équipe de développement. Donc, les 3 premiers, ce sont, à l'époque, ils étaient étudiants universitaires. Donc, on a formé une genre d'entreprise-école pour le développement des jeux avec les compétences là, particulières. Donc, pour le design de jeu, la programmation, puis l'artiste généraliste qui avait des compétences en modélisation puis animation. Puis, c'est ajouté une personne là, ensuite pour le son, les effets sonores et la musique. Les jeux aussi ont été réalisés là, grâce à nos partenaires. Donc, on pense à Affordance Studio qui se spécialise dans la conception de jeux sérieux. Brainiac qui nous a aidés pour la scénarisation là, puis la réalité virtuelle. Nos partenaires de l'Université de Montréal. Puis, dans le tout dernier volet, on avait nos profs du Collège Dawson, donc qui ont participé là, à la traduction des jeux en anglais, mais aussi à l'élaboration d'une documentation là, pour faciliter leur utilisation en classe. Fait que vous pouvez voir là, comment ils ont l'air vraiment excités là, d'avoir pu prendre part là, à ce projet-là. Donc, pour briser la glace, je vous inviterais peut-être à aller répondre à 2 petites questions très courtes. Donc, juste pour savoir un petit peu qui est là aujourd'hui. Donc, je vais aller normalement m'assurer que tout fonctionne. Est-ce que... Est-ce que tu pourrais placer le lien Internet, comme moi j'ai fermé mon téléphone, OK, dès que j'étais en visio? regarde, je vais laisser cette diapo-là. Je vais revenir. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer, Nicole, que ça fonctionne? Je ne vois pas le lien Internet. Il est en bleu, OK, wooclap.com. d'accord, OK.
Puis le code, il est en bleu aussi, Oui. KXLRXS. Oui. Je pense qu'il y a sûrement des réponses qui... OK, je ne vois pas les réponses. Ici. OK, c'est ici les résultats. Voilà. Donc, 37% des profs de sciences, 41% des CP. Oups, c'est en train de s'égaliser. Excellent. Donc, je suis contente de voir, en fait, je pense que les jeux, c'est sûr, ils ont été conçus pour des cours en biologie, chimie, physique, mais je pense que dans le cadre des projets, on a développé des choses aussi qui pourront être utilisables par des gens intéressés par la réalité virtuelle. Ça peut être des personnes enseignantes, ça peut être des personnes conseillères pédagogiques pour, par exemple, le développement de choses plus simples. Je pense qu'on a quand même développé des choses qui pourront vous aider là-dedans. Donc voilà, je vais aller voir ensuite pour la question suivante. Je ne sais pas s'il y a des réponses. Donc quand même, on a plus de la moitié des personnes qui ont déjà expérimenté une application éducative en réalité virtuelle immersive. Donc, je vais prendre pour acquis là, que je n'ai pas des débutants, là, vraiment des experts avec moi. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. Je reviens à la présentation. Donc, quel est le plan de la présentation aujourd'hui? En fait, en premier lieu, je vais vous présenter là, en gros à qui s'adressent les jeux, quels étaient les objectifs du projet. Je vais vous présenter brièvement aussi là, le processus qu'on a suivi pour développer nos jeux de façon très brève, parce que je voyais tantôt des personnes, par exemple, en soins infirmiers, ce processus-là pourrait être facilement utilisé pour développer des choses plus simples en vidéo 360, par exemple, là, dans un contexte comme soins infirmiers, ça pourrait être vraiment pertinent. Je vais vous présenter les jeux, je vais vous expliquer ensuite comment on peut les implanter là, en classe, puis je vais terminer là, avec quelques résultats des recherches qu'on a faites en parallèle avec le développement. Donc, à qui s'adressent les jeux? En fait, ce qu'on a développé, c'est un grand jeu qui s'appelle Nova Science, qui est disponible. Puis, quand on entre dans ce grand jeu-là, au début, on a la possibilité de choisir entre 3 jeux. Donc, un premier jeu en biologie qui aborde les concepts, surtout les processus en lien là, avec la synthèse des protéines. Fait que c'est sûr qu'il est parfaitement adapté là, au nouveau cours de biologie cellulaire, mais il peut être aussi utilisé dans tout autre cours là, qui traite de ces concepts. Donc, par exemple, j'ai un enseignant là, en biologie au Collège Antique qui enseigne, lui, dans une technique. Il utilise le jeu déjà depuis quelques sessions là, dans ses groupes. Ensuite, en chimie, le jeu, lui, touche plus les concepts là, entourant la structure des molécules, donc la géométrie moléculaire, les hybridations. Donc, il a été pensé là, pour le cours de chimie générale, là, adapté au nouveau programme, mais pour être utilisé dans tout autre cours. Puis, pour ce qui est du jeu en physique, donc les concepts qui sont mobilisés, c'est la conservation de l'énergie puis la dynamique du mouvement circulaire. Donc, il a été pensé pour le cours de mécanique, mais pourrait être utilisé dans d'autres cours, par exemple astrophysique, parce que l'objectif, c'est de découvrir là, le mystère de la matière sombre. Donc, notre jeu comporte ces 3 jeux-là. C'était quoi les objectifs du projet? En fait, l'idée, le premier objectif, c'était de développer des applications de réalité virtuelle qu'on voulait ludiques, donc c'est pourquoi on s'est dirigé vers les jeux sérieux, puis interactifs. Donc, ça, c'était le premier objectif. Ensuite, on a eu une première version des jeux. On a voulu les traduire en anglais.
Donc, puis en profiter pour vraiment comme les améliorer. Donc, c'était une autre occasion aussi de les tester. Puis d'élaborer, bon là, c'est écrit des scénarios pédagogiques, mais on a élargi ça pour élaborer toute une documentation là, autour des jeux pour qu'ils soient facilement utilisables là, dans les cours. Puis, notre dernier objectif, ben, c'était plus le volet recherche, là, c'était d'évaluer les effets sur la motivation, l'intérêt, l'engagement des personnes étudiantes. Donc, ça, c'est les 3 objectifs. Puis, d'où c'est venu ce projet-là en réalité virtuelle? Ben, comme vous savez, probablement, donc vu qu'il y a beaucoup d'enseignants en sciences, ben, malgré l'importance de l'enseignement des sciences, malgré l'importance d'avoir une culture scientifique de base, ben, dans la littérature, il est dit que l'intérêt des étudiantes, des étudiants à propos des sciences semble diminuer de façon marquée au fur et à mesure qu'ils progressent dans le système scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils arrivent au primaire, ben, ils sont comme intéressés naturellement par les sciences, puis au fur et à mesure qu'ils progressent, ben, l'intérêt diminue, puis rendu au postsecondaire, ben, c'est plus des enjeux de persévérance puis de diplomation là, qui deviennent importants. Fait que comment on explique cette baisse d'intérêt-là dans la littérature? Bien, il y a différents constats, dont le fait que les concepts, au fur et à mesure qu'on avance, ben, ils sont de plus en plus abstraits, perçus comme beaucoup plus difficiles là, par les personnes étudiantes, puis sans être vraiment contextualisés. Donc, on les enseigne de manière un peu décontextualisée. Puis l'autre constat, ben, c'est que malgré qu'il y a plusieurs initiatives, là, ben, en sciences, les méthodes d'enseignement sont encore beaucoup magistro-centrées. Donc, dans ce contexte-là, ben, on a pensé que la réalité virtuelle n'allait pas régler le problème nécessairement, mais était peut-être une piste de solution, donc en lien avec cette baisse d'intérêt-là, pour fournir une expérience spéciale là, aux personnes étudiantes. Puis, c'est venu dans le contexte qu'il y a eu vraiment un accroissement de la disponibilité des casques de réalité virtuelle autonomes à bas prix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'auparavant, il y a quelques années, les casques de réalité virtuelle, il fallait les brancher à des ordinateurs performants. Fait que tout ça était vraiment dispendieux. Jusqu'à la sortie de casques autonomes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence est dans le casque, donc on n'a pas besoin d'ordinateur pour les faire fonctionner, puis ben, ça a permis d'avoir des équipements beaucoup moins chers que les établissements d'enseignement à l'époque. Peut-être à l'époque, au moment des coupures, c'est plus difficile, mais à l'époque, ben, c'était assez facile pour les établissements de s'en procurer. Donc, nous, on s'est procuré une flotte de MetaQuest 2. On pouvait se les procurer jusqu'à tout récemment pour à peu près 400 $ l'unité. Là, je ne pense plus que c'est possible de se les procurer, mais c'est maintenant les MetaQuest 3S et 3, autour de 4 à 700 $ là, par casque. Donc c'est ça. Puis, l'intérêt de la réalité virtuelle, ben, c'est sûr que le point de départ, ça a été cette disponibilité-là des casques, mais on voit apparaître un grand nombre là, de publications portant sur les impacts de la réalité virtuelle. Donc, l'intérêt est plus grand. On a des méta-analyses là aussi qui étudient les impacts bon, sur l'engagement, même l'apprentissage des effets là, de la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, c'est quoi les grandes caractéristiques? Bien, la première, c'est l'immersion. En fait, c'est en lien justement avec les caractéristiques de l'environnement virtuel. Donc, est-ce qu'il est panoramique avec une vue 360, etc.? Ces caractéristiques-là qui vont permettre à la personne qui expérimente d'oublier qu'elle est dans son salon, puis de penser qu'elle est vraiment rendue présente dans l'environnement virtuel. Donc, d'où la présence, là, cette perception d'être vraiment là dans l'environnement virtuel. Et la troisième caractéristique, c'est l'interactivité. C'est cette capacité-là qu'on a d'interagir avec l'environnement virtuel, puis d'obtenir des réponses à nos interactions, donc d'obtenir des rétroactions, plutôt que de seulement là, naviguer puis explorer, comme c'était le cas, là, par exemple, dans les visites virtuelles.
Donc c'est ça. J'en suis à vous présenter le processus là, qu'on a suivi pour le développement de nos jeux. Donc, c'est pas, on n'a pas, je dois dire qu'on n'était pas vraiment des spécialistes en la matière quand on s'y est lancé. Donc, on a eu vraiment beaucoup d'aide de nos partenaires. Puis, on s'est cadré vraiment comme dans des modèles de conception. Donc, celui qu'on a suivi, c'est vraiment inspiré de l'analyse de la valeur pédagogique. Donc, en 3 grandes étapes. La première étant la préconception, c'est-à-dire qu'on a fait une recension des écrits, bon, pour se documenter sur les caractéristiques de la réalité virtuelle, mais aussi ce qui avait été fait dans les développements précédents, donc ceux qui avaient développé, comment ils s'y étaient pris, etc. Puis en deuxième lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse des besoins, donc en faisant un petit sondage auprès d'enseignants qui participaient à un de nos projets. On a essayé de savoir, selon vous, quels seraient les cours, quels seraient les concepts qui seraient pertinents là, de traiter avec des applications là, en réalité virtuelle immersive. Donc, ensuite de ça, la deuxième étape qu'on appelle l'analyse fonctionnelle, ça s'appelle l'analyse des produits comparables. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé une équipe diversifiée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des profs de cégep, on avait des profs d'université spécialisés en technologie éducative, mais aussi en didactique des sciences. On avait des conseillers pédagogiques, puis surtout, on avait un étudiant et une étudiante de niveau collégial dans notre équipe. Et là, l'idée, c'est qu'on avait des casques pour tout le monde. Les gens sont allés livrer les casques, là, on était en pandémie à ce moment-là chez les personnes. Et chacun a testé un ensemble d'applications éducatives là, en réalité virtuelle en sciences. Puis l'idée, c'est de faire ressortir vraiment les éléments positifs, les plus positifs, puis, bon, les éléments moins positifs. Puis là, on avait des rencontres fréquentes pour discuter de ça. Puis l'idée, c'était de faire émerger des critères de qualité. Donc, c'était de faire ressortir les éléments les plus positifs des expériences vécues avec les produits comparables pour en faire des critères de qualité qui allaient inspirer notre propre développement. Fait que l'idée, c'était que les jeux qu'on était pour développer, bien, idéalement, suivent le plus possible là, ces critères de qualité positifs-là qui avaient été ressortis par tous les membres de l'équipe, donc autant les profs d'université que l'étudiant et l'étudiante là, de cégep. Puis après ça, ben, dans ce modèle-là, c'était l'étape de conception, la conception des prototypes, la mise à l'essai itérative. Puis là, c'est là qu'on a dû un petit peu modifier ce modèle-là. Donc, vous voyez en bleu foncé, là, ce sont les étapes que je viens de vous présenter, les 3 étapes. Mais nous, ce qu'on a fait dans notre processus, c'est qu'on a ajouté parce que ça a pris quand même beaucoup de place, l'idéation disciplinaire collaborative, donc les séances d'idéation, parce que là, il fallait trouver un peu, ben, qu'est-ce qu'on allait traiter dans les jeux, puis comment on allait les traiter, comment on allait faire pour faire quelque chose d'amusant avec ça. Puis comme prof, ben, ce n'est pas nécessairement notre spécialité là, de faire ça. Fait que ça a quand même demandé beaucoup de temps, donc des séances d'idéation disciplinaire collaborative. Donc, on les a fait avec l'aide de nos partenaires qui nous ont guidés là-dedans. On s'est ramassé au final avec 3 macro-scénarios, 3 grandes idées pour lequel on a fait un choix, donc un choix final pour chaque discipline, puis on l'a scénarisé comme il faut dans un scénarimage, puis ben, ensuite on a ajouté les étapes là, qui rentrent dans le développement des prototypes, puis l'implantation en classe. Puis en fait, on a documenté en fin de compte tout notre processus pour en écrire un article scientifique là, qui est paru l'année dernière dans Médiation et médiatisation. Donc, ça, c'est le processus qu'on a suivi. Maintenant, c'est le moment pour moi de vous présenter nos jeux. Donc, seulement vous expliquer que les jeux, en fait, ils sont disponibles gratuitement en français et en anglais
sur la plateforme Meta. Donc, vous pouvez utiliser le code QR ou aller vous rendre directement sur le site de Meta, puis dans les expériences, aller utiliser la barre de recherche et taper Nova Science. Donc, les jeux, comment ils ont été pensés, c'est qu'ils se jouent en équipe de 2 ou 3 pour ce qui est de physique. Puis l'équipe de 2, en fait, le principe, c'est qu'on a la personne qui porte le casque de réalité virtuelle. Donc, ça, c'est le premier coéquipier. Puis la deuxième personne, elle, c'est que le contenu du casque de réalité virtuelle est mis en miroir sur un écran d'ordinateur ou une tablette. Ça veut dire qu'elle peut voir ce qui se passe dans le casque. Puis cette personne-là, elle a un document d'information. Parce que là, dans les jeux, il y a des énigmes, des trucs à trouver. Fait qu'elle, elle a de l'information que le joueur n'a pas. Fait qu'il y a comme une collaboration, une communication entre les deux personnes pour arriver à progresser dans le jeu. Donc, ça, c'est vraiment le modèle là, qui est dans les 3 jeux, excepté qu'en physique, ben, il y a 3 rôles, là, donc il y a 3 personnes dans l'équipe. Donc, le concept du jeu en biologie, c'est que c'est un jeu d'évasion où le joueur ou la joueuse est miniaturisé et injecté dans une cellule pour guérir un patient atteint d'une maladie génétique en synthétisant la protéine du gène injecté. Donc, tout au long du jeu, ben, on va devoir réaliser les processus là, de la synthèse des protéines. En chimie, quel est le jeu? Bien, on vous invite, le concept du jeu, c'est qu'on vous invite à embarquer à bord d'une machine à voyager dans le temps, où vous serez transporté vers des catastrophes écologiques, où vous devrez résoudre des énigmes en lien avec les molécules qui ont été impliquées dans ces catastrophes écologiques-là. Puis, en physique, l'histoire du jeu, c'est que vous devez faire décoller une fusée pour vous rendre dans une station spatiale pour découvrir le mystère de la matière sombre. Donc, ça, c'est l'histoire un peu là, de chacun des jeux. Là, j'aurais beaucoup aimé ça, là, avoir le courage là, de mettre mon casque de réalité virtuelle puis de vous projeter le contenu en live à l'écran. Puis là, je me suis pas lancée avec le temps que j'avais dans une telle aventure technologique, mais on avait réalisé des vidéos donc avec la caméra à l'intérieur du casque. Donc, c'est pour vous donner un aperçu des jeux, un peu, c'est ce que je vais vous présenter. Donc, c'est comme vous avez l'impression de voir, vous voyez dans la vidéo ce que vous auriez vu à l'intérieur du casque. Juste vous expliquer aussi que les jeux sont tous faits sur le même modèle, qu'on entre dans une salle de préparation. Donc, vous allez voir, premièrement, on choisit le jeu à lequel on veut jouer, la langue. Puis ensuite, une fois que le jeu est choisi, on entre dans une salle de préparation. Puis là, on nous explique le contexte. Donc, on nous explique que là, bon, tel patient a telle maladie et là, bon, il va falloir le guérir, etc. Fait qu'on explique le contexte du jeu. Puis, il y a un petit jeu d'association, en fait, où il faut prendre des mots aimants puis les placer sur un tableau blanc. Bon, il faut se déplacer, prendre une clé. En fait, le but de cette première étape-là dans les jeux, c'est juste que les étudiants et les étudiantes se familiarisent avec la réalité virtuelle. Parce que souvent, c'est la première fois qu'ils en font. Ils n'ont jamais fait ça. Les manettes, ils ne savent pas comment ça marche. Fait que cette première salle-là, qui dure 2-3 minutes, ça leur permet de se familiariser. Puis ensuite, on a plus des niveaux en lien avec la matière. Je vais t'interrompre 2 petites secondes, Christine. Premièrement, il semble que le lien vers le méta, là, le truc pour scanner, ne fonctionne pas. Puis deuxièmement, il y a quelqu'un qui demande de lui rappeler, c'est une personne, c'est Mélanie, de lui rappeler le rôle des 2 joueurs. OK. Je vérifierai tantôt, là, Ouais, je pourrais même le faire en live avec vous pour ce qui est du lien méta. Puis le rôle des 2 joueurs, en fait, c'est que enfin, on a un casque de réalité virtuelle par équipe de 2. Fait qu'il y a une personne qui porte le casque de réalité virtuelle. Fait qu'elle, elle a les manettes, elle doit comme faire les actions, mais il y a comme des énigmes qui se présentent dans le jeu. Et là, c'est l'autre personne. L'autre personne, elle a un document qu'on appelle le dossier d'accompagnement. Puis il y a beaucoup d'informations, par exemple le code génétique pour le jeu de biologie. Fait que là, les 2 joueurs, elle voit aussi le contenu
du casque sur une tablette ou un ordinateur. Donc là, ensemble, ben, avec ce qu'ils voient, avec les tâches qu'ils ont à faire, donc là, ils doivent discuter, puis bon, choisir un peu, vous allez voir avec la vidéo, là, mais vraiment, la différence entre les deux rôles, c'est qu'il y en a un qui porte le casque de réalité virtuelle, puis fait les actions, puis l'autre personne, elle a l'information sur un document, elle voit, puis elle guide, en fait, elle aide l'autre personne à faire les choix là, dans le jeu. Donc, je pars la vidéo tout de suite en espérant que ça fonctionne. Donc là, ici, vous aviez les crédits. Donc, on choisit biologie. Donc, comme je vous disais, la salle de préparation. Donc, on a la contextualisation. On a des informations sur le poignet du joueur là, pour le guider. Donc, ici, comme je vous disais, c'est plus la familiarisation avec les manettes. Donc là, oups, on entre dans le noyau de la cellule. On a les consignes. Et là, la personne joueuse doit aller choisir les nucléotides correspondants pour faire le brin d'ARN messager. Bon, ça se termine tout seul parce que c'est un peu long. On prend le brin d'ARN messager, on suit les consignes. On a notre machine à épissage. On sort par le port nucléaire pour aller dans le cytoplasme, où on doit aller faire maintenant le processus de traduction. Puis là, donc, on utilise un ARN de transfert. On détermine ce serait quoi les bases de l'anticodon. Là, pour l'acide aminé, on a besoin du code génétique, donc c'est le binôme qui a cette information-là. Là, comme ça, notre but, c'est de construire une protéine pour guérir notre patient. Là, ici, ça ne marche pas. J'avais fait une petite erreur. Là, je corrige. Et là, comme ça, j'arrive à faire la protéine. Je vais pour le repliement, excusez-moi, de la protéine. Et voilà. Donc là, il y a des étapes que je n'ai pas dans ma vidéo. Pour la suite, il y a des étapes supplémentaires, mais que je n'ai malheureusement pas dans ma vidéo pour la conclusion là, du jeu. Je vous présente maintenant un petit extrait du jeu en chimie. Donc, cette fois-ci, comme je vous disais, vous allez être embarqué dans la machine à téléportation temporelle, spatiale et numérique pour aller là, étudier des molécules responsables là, de catastrophes écologiques. Donc, c'est comme vraiment le même principe de base, mais que vous avez une première salle pour la contextualisation, pour la familiarisation. Puis ensuite, vous faites 3 bonds temporels à Beijing, où vous allez répondre à des questions là, en lien avec la géométrie moléculaire, les angles de liaison, les types d'hybridation pour des molécules comme l'ozone, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre. Ensuite, à Beyrouth, là, où il y a eu une explosion au port de Beyrouth avec le nitrate d'ammonium. Puis à Bhopal, là, avec l'isocyanate de méthyle. Fait que je vous laisse regarder ça. Donc, si on se fie sur les photos, là, le but, c'est vraiment de prendre les objets, de se téléporter, donc d'être à l'aise avec les manipulations là, avec la manette. Là, la salle de téléportation avec la machine téléportation temporelle, spatiale et numérique, on embarque dedans. Elle va se refermer. On amorce le bond temporel. On se retrouve à Beijing. On choisit la bonne structure de Lewis. Donc là, je fais ça, ça a été fait rapide. Le binôme a l'information entre les pictogrammes là, du SIMDUT et les énigmes, parce que je vous rappelle, les énigmes ont trait à la géométrie des molécules, aux angles de liaison, etc. La récompense, c'est les modèles moléculaires. Idéalement, on les prend dans ses mains, on les tourne de bord, on observe les angles. Ici, on choisit le modèle le plus plausible pour le nitrate et l'ammonium. Et le dernier bond temporel, on se retrouve en Inde. Et là, l'idée, c'est de choisir, bon, pour les différents atomes, le type d'hybridation adéquat. Les atomes de
la molécule. Et une fois que c'est fait, l'idée, là, j'ai vu des étudiants prendre le temps de le regarder, de le tourner, d'observer comment c'est fait, d'observer la géométrie que ça donne. Et le dernier jeu, le jeu en physique. Donc, je vous le présente aussi. Donc, il faut calculer l'énergie requise pour faire décoller la fusée. Donc, en lien avec la conservation de l'énergie. Puis ensuite, c'est vraiment en lien avec l'astronomie. Il faut calculer les vitesses attendues des étoiles pour par la suite là, découvrir, là, conclure au mystère de la matière sombre. Fait que je ne sais pas, Nicole, si tu as d'autres questions ou d'autres remarques. Il y a Laurie qui se demande combien de temps dure l'activité, le jeu en biologie. Ben, ça, c'est une bonne question, dans le sens que, comme je vais vous l'expliquer, le jeu en tant que tel, on a envisagé là, des périodes d'environ, le jeu en tant que tel, là, 25 minutes. Bon, là, c'est sûr que ça, il faut calculer un petit peu de temps pour préparer le matériel, pour que les étudiants et les étudiantes s'installent. Puis, c'est sûr que nous, ce qu'on valorise, c'est que ces jeux-là soient intégrés dans des scénarios pédagogiques. Donc là, donc, je vais vous parler un petit peu plus des scénarios pédagogiques un peu plus tard. Fait qu'au final, on peut envisager, mettons, dans un laboratoire de 2 périodes, que l'activité au complet là, puisse se dérouler. Mais sinon, ça peut être plus court aussi. Le jeu en tant que tel, on envisage plus 25 à 30 minutes. Merci. Donc maintenant, si j'ai réussi à vous convaincre, puis là, je dois vous dire que les vidéos datent, là, ont été faites déjà il y a quelques temps, fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées au fur et à mesure là, dans les jeux. Mais si j'ai réussi à vous convaincre maintenant, puis que vous vous posez la question, comment je peux faire pour intégrer ça dans mon cours la semaine prochaine? Là, la bonne nouvelle, c'est que auparavant, la façon de faire, c'est que les profs m'écrivaient, puis là, il fallait que j'explique, il fallait que je rencontre souvent les responsables, là, les conseillers pédagogiques, les gens à l'informatique, vous avez un petit peu de détails à régler avec ça. Mais là, avec le dernier volet du projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment développé une documentation qu'on a placé sur un site web. Donc, des documents qui sont vraiment destinés pour les personnes étudiantes. Donc, c'est pour quand je disais que la deuxième personne de l'équipe, qu'on appelle un peu le binôme, avait un dossier d'information, le dossier d'accompagnement, il est disponible sur ce site web-là. On a fait aussi pour les personnes étudiantes un guide de familiarisation de l'équipement, considérant que souvent les étudiants n'ont jamais joué, n'ont jamais utilisé un casque de réalité virtuelle, juste ouvrir le casque, il fallait comme leur expliquer comment faire, tout ça. Fait qu'on a créé un document pour ça. Puis, ce qu'on est vraiment content d'avoir pu faire, c'est pour les personnes enseignantes, là, le guide d'enseignement. Donc, je vais aller vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais basculer vers le site en question. Donc, vous avez le site web. C'est ici que vous pouvez choisir la langue. Donc, vous pouvez l'avoir en français puis en anglais. Donc, les jeux et les documents sont en français et en anglais. Et vous l'avez ici, là, le lien pour se rendre vers les jeux en tant que tels. Là. Tantôt, on disait que sont ici les jeux sur Meta. Donc, on peut les télécharger. Si je reviens à mon site, nous avons les 3 jeux, donc en biologie, en chimie et en physique. Puis, avec les onglets plus bas, vous avez accès à toute la documentation. Donc, comme je vous disais, ce qui est vraiment intéressant pour des profs qui ont envie d'utiliser ces jeux-là, c'est de regarder le guide d'enseignement. Puis, on va se dire la vérité, ça peut être un défi là,
d'intégrer ces jeux-là là, dans un groupe d'étudiants pour la première fois, etc. Mais il y a quand même des alternatives. Donc, on peut aussi commencer par proposer des activités facultatives, donc avec des plus petits groupes. Puis comme ça, ben, on peut vraiment là, se familiariser avec tout ça. Fait que le guide de l'enseignement, si je clique sur le lien, il est là, il apparaît. Donc, c'est toutes des PDF. Puis, vous avez vraiment toute l'information par rapport au jeu. Donc, vous avez une description. Ça fait que là, ici, j'ai l'exemple en biologie, mais j'ai la même chose en chimie, puis j'ai la même chose en physique. Fait que j'ai la description des jeux. Puis, j'ai tous les aspects matériels requis, éléments techniques. Donc, on vous dit le type de casque qui est requis. Donc, soit si vous avez déjà dans votre collège des MetaQuest 2 ou ça fonctionne aussi sur des Quest 3. Donc, ça vous prend par équipe une tablette ou un ordinateur. D'ailleurs, les ordinateurs fonctionnent mieux. On vous dit quels documents là, consulter et qu'est-ce qu'ils contiennent. Puis, bon, pour les éléments logistiques et techniques, on a prévu une annexe que je vais vous montrer à la fin qui explique vraiment tous les détails à considérer. Bon, les mesures de sécurité, c'est sûr que si vous avez envie d'utiliser ça, il faut jeter un petit coup d'œil à ça. La planification pédagogique. Et là, je vais me rendre à l'annexe en question. Ah, ici, pour les profs, ça peut être intéressant aussi. Là, moi, personnellement, ce que j'aurais envie de faire, c'est d'aller tester le jeu. Mais si des fois, vous ne comprenez pas trop, vous êtes bloqué ou quoi que ce soit, vous avez le jeu étape par étape. Fait qu'en fin de compte, pour le prof, c'est comme un peu le solutionnaire. Là. Vous avez, en fin de compte, tout ce qui se passe dans le jeu, tout ce qui est les actions qui sont prévues là, à faire à l'intérieur du jeu. Et là, je vais me rendre à ma fameuse annexe ici. Donc, c'est ça. Probablement que si votre collège, je sais qu'il y a vraiment déjà beaucoup de collèges qui sont équipés. Bon, d'autres ne le sont pas. Ben, quelles sont la quantité de casques à privilégier, les comptes méta à créer, comment on fait, comment on installe le jeu. Le Wi-Fi, ça a l'air de rien parce qu'on a besoin du Wi-Fi pour mettre en miroir le contenu du casque sur l'écran d'ordinateur. Dans certains collèges, ça se fait très facilement. Dans l'autre, il y a toutes sortes de paramètres de sécurité. Donc, c'est un point à penser à l'avance. Donc, vous avez tous les détails là, sur cette annexe-là, dans le guide d'enseignement, sur ce qu'il faut penser, sur ce qu'il faut penser à chaque session. Donc, par exemple, là, prévoir un local adapté, etc. Donc, ça, on est vraiment content. Mais malgré qu'on a développé toute cette documentation-là, moi, actuellement, je travaille sur le transfert, la mobilisation des connaissances pour ces projets-là. Puis, si jamais vous avez un intérêt quelconque, des questions, vous aurez mon courriel là, à la fin. N'hésitez pas à me contacter. Là, je vais vraiment être super contente là, si jamais là, vous avez des questions, quoi que ce soit. Là, je vais être très contente là, d'y répondre. Puis on peut s'organiser des rencontres. Puis j'ai fait des rencontres justement, comme je vous disais, là, avec les intervenants du collège qui avaient des questions là, sur comment faire pour faire fonctionner tout ça. Je ne sais pas, Nicole, si tu as des questions avant que j'amorce la dernière partie. J'ai pas de questions pour le moment, mais j'ai bien hâte de connaître l'opinion des étudiants sur leur engagement, leur motivation. Ça, j'ai hâte que tu m'en parles. C'est bon. Fait que c'est ça. Fait que tout au long, pendant le développement, c'était prévu que ces jeux-là, qu'il y ait une étude, en fin de compte, là, une étude exploratoire pour connaître le point de vue des personnes étudiantes, mais aussi des personnes enseignantes là, par rapport à l'utilisation de ces jeux-là. Fait que, en fait, la méthodologie, c'est la recherche orientée par la conception. Donc, comme je répondais à un enseignant plus tôt, la conception, en fait, l'idée, tu sais, oui, il y a les jeux qu'on a développés, puis tout ça, mais dans le cadre de la recherche, puis pour différentes raisons, on souhaitait que les enseignants élaborent un scénario pédagogique, donc conçoivent un scénario pédagogique qui intégrait ces jeux-là. Donc, il y a eu des expérimentations. On a collecté des données, comme je vous disais, auprès des personnes étudiantes, à l'aide de questionnaires, entrevues de groupe, mais aussi
des entrevues de groupe auprès des personnes enseignantes. On a procédé à l'analyse des résultats dans une première itération pour ensuite améliorer tout ça pour la deuxième itération. Donc, les 2 itérations, en fait, il y a eu une première itération en milieu francophone avec 6 enseignants, 88 étudiants, puis une deuxième itération ensuite en milieu anglophone avec 9 enseignants et 220 étudiants. Donc, cette figure-là, en fait, c'est pour vous montrer que, ben, c'est ça, dans notre intention que les jeux soient intégrés dans des scénarios pédagogiques, mais dans le cadre du projet de recherche, en fait, on a aidé les personnes enseignantes, là, participantes à comme un peu leur montrer comment elles pourraient élaborer leur scénario pédagogique. On leur a proposé un Canva, en fait, un modèle inspiré de ce qui est utilisé en sciences infirmières pour les simulations. Donc, puis ça ressemble un peu aussi à ce qu'on fait en laboratoire, là, en fait, c'est que le jeu, ben, il y a une partie préalable, donc briefing qui ressemble un peu au laïus, en fait, avec les instructions. Il y a le jeu en tant que tel, qu'on appelle simulation, puis il y a des étapes vraiment très, très, très importantes, là, sinon les plus importantes, de débriefing à la fin. Fait que ça, c'était l'idée. Les résultats maintenant, Nicole. Fait que là, on a demandé les impressions ouvertement, donc de façon très ouverte, de façon la plus ouverte possible, les impressions des personnes étudiantes. Donc, à l'aide d'une question ouverte dans le questionnaire, où on a eu 297 répondants, puis lors d'entrevues de groupe réalisées avec ces personnes-là. Puis, ce qu'on observe, c'est que les effets positifs ressortent principalement sur le plan affectif et ensuite sur le plan des apprentissages. Fait que les thèmes, donc avec la codification qu'on a fait là, des réponses aux questions puis au propos des entrevues, bien, les thèmes qui sortent vraiment le plus, 25%, chez 25% des étudiants là, dans la question ouverte, c'est l'appréciation. Donc, ils disent qu'ils ont apprécié ça. Ensuite, le plaisir qui est sorti, qui ressort beaucoup dans la question ouverte puis les entrevues. Ils ont ressenti beaucoup de plaisir, ils étaient très excités. Puis, on voit aussi dans la question ouverte le thème méthode d'apprentissage agréable. C'est comme d'apprendre dans le plaisir. C'est quelque chose qui a été abordé là, par près de 10% des personnes étudiantes. Puis, ce qu'on remarque, là, quand même, ça, c'est pour la question ouverte, c'est les 5 thèmes, mais pour les entrevues aussi, les 5 thèmes qui sont ressortis le plus, qui ont été abordés par le plus de personnes. Bien, 2 des 5 thèmes concernent la compréhension puis la visualisation. Donc, les impressions, ben oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai apprécié ça, mais aussi, on a eu des réponses du genre, ben ça m'a aidé à mieux comprendre ce que je trouvais difficile, ça m'a aidé à mieux visualiser les molécules. Donc, c'est pour ça qu'on voit des effets dans les impressions positives, tant sur l'affectif qu'au niveau des apprentissages. Les questionnaires contenaient des échelles, là, bon, là, j'en ai pris quelques-unes, des échelles de motivation, d'intérêt situationnel, c'est-à-dire l'intérêt généré par la situation, par l'activité, puis l'engagement. Donc, on a voulu voir, premièrement, s'il y avait des différences entre les 2 itérations, parce qu'on avait quand même tenté d'améliorer les jeux, etc. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence entre les 2 itérations, excepté pour ce qui est de l'auto-efficacité dans le cours, qui n'a pas vraiment de lien avec les jeux. Mais sinon, en rouge, qu'on peut voir dans ces données-là, qui est très intéressant, c'est que les scores les plus élevés ben, touchent à la valeur affective. Donc, c'est à quel point j'ai trouvé cette activité-là plaisante, amusante. Donc, il y avait toute une série de qualificatifs, là. Donc, ça fait partie des scores les plus élevés. Puis, au niveau, comme je vous disais, de l'intérêt situationnel déclenché, donc l'intérêt qui est déclenché par l'activité. Puis, enfin, dans l'engagement affectif.
Donc, il peut y avoir de l'engagement comportemental ou des comportements observables. Dans l'affectif, c'est plus comme dans le se conditionner à éprouver des émotions plutôt positives comme du plaisir versus des émotions plus négatives comme de l'ennui. Bien, ça aussi, c'est ressorti là, avec des moyennes plus élevées. Maintenant, pour ce qui est des impressions des personnes enseignantes, donc on a eu au total là, des 2 itérations 15 personnes enseignantes qui ont participé. Puis, les thèmes qui ont été le plus abordés, c'était la motivation des étudiants. Donc, eux, ils ont observé que pendant ces activités-là, leurs étudiants étaient vraiment motivés. Ils ont trouvé que ça leur permettait d'avoir une méthode d'enseignement qui était différente des méthodes habituelles. Pour ce qui est de questionner l'impact sur les apprentissages, ce que ça veut dire, ce thème-là, c'est que, alors, les profs, ce qu'ils disaient, c'est qu'alors qu'ils avaient vraiment observé des étudiants motivés, beaucoup plus qu'à l'habitude, etc., bien, pour ce qui est des apprentissages, ils n'étaient pas, eux, en mesure de dire s'il y avait des effets positifs ou négatifs ou pas d'effets. Ils n'étaient pas capables de juger ça. Ensuite, les thèmes, bien, c'était quand même beaucoup les problèmes techniques, puis l'aspect ludique. Pour ce qui est des défis, donc on a demandé aux personnes étudiantes, là, encore une fois via la question ouverte puis les entrevues, c'est quoi les défis que vous avez rencontrés? Beaucoup, 7,7% des personnes, et il y en a eu, mais ils ne les nomment pas tant, les bugs, la familiarisation, c'est nouveau, ils ont un peu de misère à progresser dans le jeu. Mais dans les entrevues, ce qui est sorti le plus, puis ce qui est sorti dans une question précise du questionnaire aussi, c'est les cybermalaises. Donc, il y en a eu quand même beaucoup. Notamment, ce qui a fait monter le pourcentage, c'est dans une itération où une enseignante, justement, le jeu, il restait du temps en classe, puis elle a comme encouragé les personnes étudiantes à aller explorer les autres jeux en chimie, en physique, tout ça. Fait que les personnes étudiantes ont fait beaucoup trop longtemps de réalité virtuelle, ce qui a fait monter vraiment dans ces classes-là les cybermalaises. Donc, d'où l'importance de contrôler le temps d'exposition, là, quitte à des fois, si c'est plus long, de changer dans les deux coéquipiers pour pas que les personnes soient exposées trop longtemps à la réalité virtuelle pour éviter les cybermalaises. Du côté des profs, les défis techniques, l'encadrement, puis ensuite les 4 thèmes suivants qui reviennent à peu près égales. Pour ce qui est des profs, suite aux défis, puis suite à l'expérience qu'ils avaient eue d'intégrer ces jeux-là dans leur classe, on leur a demandé, selon vous, c'est quoi vos conseils? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire une implantation de la réalité virtuelle dans la formation? Bien là, ce qu'ils nous ont dit, c'est fournir un guide pour la personne enseignante. En fait, c'est ce que je vous ai présenté plus tôt. Être accompagné durant l'activité. Fait que ça, c'est quelque chose à savoir aussi. L'encadrement des personnes étudiantes dans ces cours-là, c'est quand même une tâche difficile, surtout au début, il y a toute l'aspect technique. Donc, c'est bon de compter sur d'autres personnes. Donc, dans certains cas, durant les laboratoires, il y a des TTP qui ont exploré les jeux, qui ont joué ce rôle-là. Des fois, c'est au niveau des CP. Des fois, il y a des techniciens dans le service. Dans le cadre du projet, on a même embauché des étudiantes assistantes qui ont joué ce rôle-là, puis ça a fonctionné super. Fait que c'est juste de penser un petit peu à aller chercher de l'aide pour l'accompagnement. Trouver un espace adéquat, savoir faire face aux imprévus, puis idéalement, utiliser la réalité virtuelle plus d'une fois dans le cours. Donc, en conclusion, dans les aspects positifs, là, dans les avantages qu'on remarque à la réalité virtuelle, au premier plan, c'est vraiment là, sur le plan affectif. Puis pour nous, ce n'est pas à négliger là, dans le contexte de la baisse d'intérêt, de fournir des expériences vraiment excitantes, des expériences pertinentes sur le plan pédagogique, mais aussi excitantes, amusantes. On pense que c'est un avantage à ne pas négliger. Puis aussi, même si sorti en deuxième, des avantages aussi pour la compréhension puis la visualisation. Puis pour les personnes enseignantes, une occasion là, de varier ces stratégies pédagogiques. Pour ce qui est des défis à relever, les cybermalaises, je vous en ai parlé plus tôt.
Pour ce qui est des aspects techniques, c'est sûr qu'une bonne préparation va comme diminuer les problèmes. Donc, le fait d'avoir testé à l'avance, le fait d'avoir regardé tous les éléments, là, puis de s'être préparé, ça va quand même beaucoup diminuer là, les problèmes techniques. Puis, encore une fois, ben, le besoin d'être accompagné, donc de penser à des solutions là, pour ça. J'ai quelques questions, Christine. Je te Justement, laisse j'ai terminer. terminé. Fait Oui. que c'est parfait. Fait que Ah, là, si vous voulez en savoir plus, là, je brûle un punch parce que je pensais que le numéro serait sorti. Donc, on va être dans le prochain numéro de pédagogie collégiale. Puis, je vous laisse mes coordonnées. Fait que là, je ne sais pas, Nicole, si tu veux que j'arrête de partager mon écran. tu peux arrêter de partager ton écran. De toute façon, les gens vont recevoir mes coordonnées, comme j'ai vu au début, là, dans le courriel là, qui va suivre le webinaire. Fait que mes coordonnées seront dedans. Parfait. Il y a quelqu'un, c'est Caroline Palardi, qui demande, est-ce que vous avez rencontré des problèmes quant à la mise en miroir de plusieurs casques VR en même temps? On en a rencontré plus au niveau, quand on utilisait les iPads dans la première itération. Dans la deuxième itération, déjà d'utiliser les ordinateurs, ça fonctionnait beaucoup mieux, mais encore là, c'est un truc à prévoir aussi avec, dans le collège avec les services informatiques. Donc, d'avoir un emplacement qui ne sera pas trop loin de la borne Wi-Fi, c'est aidant aussi. Fait que ça, c'est comme, oui, il y a une source de problème là, mais on peut planifier aussi avec les services informatiques. Puis normalement, quand on n'est pas trop loin de la borne Wi-Fi, ça se passe bien. D'accord, merci. Il y a une personne qui demande, est-ce que ce type de jeu, la réalité virtuelle, est-ce que ça pourrait être exploité dans l'apprentissage des langues? Est-ce qu'il y a une réflexion qui a été amorcée de ce côté-là? Est-ce que tu sais s'il y a une réflexion qui a été amorcée? Ben, moi, je pense que oui. Ça, j'ai vu ça plus dans mes recensions initiales, là. Faudrait vérifier, il y a oui, moi, je suis sûre que ben, ça serait facile à trouver. Puis, je pense que c'est comme des occasions, il y a parce que moi, la réalité virtuelle est comme toute cannée, là, avec mes jeux, puis tout ça, puis on a comme, oui, on interagit, mais c'est tout prévu. Mais je crois qu'il y a comme des outils qui fournissent des salles de réunion virtuelles, des salles de conversation. Je pense à WonderVR, entre autres, là, où ben, l'idée, c'est de pratiquer les langues, là. Donc, ça, c'est une application que je vois. Mais ce serait facile à trouver. Parfait, merci. Il y a Maria qui pose la question, quelle serait la durée optimale d'une expérience réalité virtuelle? Bien, comme je vous disais, le jeu en tant que tel, l'objectif, c'est pour éviter les cybermalaises, c'est de ne pas dépasser entre 20 et 25 minutes. Mais là, comme je vous disais, on souhaite, pour maximiser les bénéfices pédagogiques, on intègre ça dans un scénario pédagogique là, avec des parties préalables, des instructions, etc. Un débriefing à la fin qui est fait en grand groupe ou par des équipes d'étudiants, tout ça. Fait que pour ça, on peut considérer qu'un 2 périodes, donc un moment de laboratoire, ou 3 périodes si on veut vraiment des activités plus longues à la fin, là, mais 2, 3 périodes, on peut faire un scénario pédagogique qui intègre les jeux. D'accord. Il y a Maria aussi qui avait écrit, elle disait que le code QR vers l'article scientifique, mais je suis allée voir dans ton diaporama, je ne sais pas, as-tu mis un lien vers un article scientifique? Oui, j'ai un code QR vers un article scientifique. C'est peut-être à cause du partage d'écran de Teams là, que la résolution du code QR est moins bonne, là, mais ça aussi, c'est facile à trouver. Je pourrais te fournir les liens, puis tu pourrais les mettre dans la Intégrer. documentation qui va C'est suivre. ça. Parfait, parfait. Euh, un super gros merci, Christine. S'il y a des gens qui ont d'autres, je pense que les gens ont bien apprécié. C'est instructif, c'était animé de façon fort dynamique. Ça ne me surprend pas de ta part. Et on se dit à bientôt, puis au plaisir de lire l'article dans la revue Pédagogie collégiale. Ben, merci beaucoup, Nicole. Puis je rappelle à tous que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, de ne pas vous gêner pour me contacter en privé. Là, après toutes les années où on a travaillé à développer ces jeux-là, ben, c'est sûr que nous, vraiment notre grand plaisir, là, puis c'est vraiment le cas, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vois des profs ou des étudiants, des étudiantes dans d'autres collèges qui intègrent les jeux. Fait que gênez-vous pas si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir.